En 1945, l'Allemagne était en ruine. Le cœur de ces villes avait été dévasté. C'était le résultat d'une révolution secrète dans la technologie de la guerre aérienne. En 1939, quand la guerre avait éclaté, la plupart des bombardiers britanniques n'avaient pas assez de portée, de capacité de bombardement ou d'aide à la navigation pour infliger des dommages significatifs à l'Allemagne. Le Bomber Command, le commandement américain-britannique, était un tigre de papier. Ironiquement, c'était l'aviation allemande, la Luftwaffe, qui avait été la première à exploiter les nouvelles technologies. Pendant le Blitz de 1940, les bombardiers éclaireurs avaient suivi des signaux électroniques pour situer leurs cibles dans les villes industrielles britanniques. Mais les Britanniques, et plus tard leurs alliés américains, réagirent quand la bataille se transporta dans le ciel de l'Allemagne. C'était un combat à force égale, dans lequel les deux parties s'efforçaient d'obtenir le mince avantage stratégique qui faisait la différence entre défaite et victoire. Ce fut avant tout une guerre de boîte noire, comme on l'a surnommée. Ce fut une des batailles les plus coûteuses, les plus décisives et les plus technologiques de la guerre. Le cauchemar d'une destruction tombant du ciel n'est pas nouveau. Il ne devint réalité qu'au début du XXe siècle, quand les avions commencèrent à voler. L'aviation se développa au cours de la Première Guerre mondiale. Au début, elle fut utilisée pour la reconnaissance, pour avoir un œil dans le ciel, mais très vite, elle fut employée pour de nouveaux rôles. Les avions furent équipés pour transporter des bombes. Au départ, elles avaient un rôle tactique sur le champ de bataille. Mais les exigences de la guerre conduisirent à l'introduction d'avions plus lourds, dédiés à des bombardements tactiques et stratégiques. L'Allemagne fut la première à développer des bombardiers lourds. Ils pouvaient être utilisés pour échapper à la boue des champs de bataille du front occidental. Mais ils pouvaient aussi être lancés contre les industries de l'ennemi et contre les populations de ces villes. Les bombardiers allemands effectuèrent leur première raid sur Londres en juin 1917. Les Anglais avaient leur propre bombardier lourd. Le premier était le Handley Page 0100, surnommé le Bloody Paralyzer, qui entra en service au cours de l'hiver 1916. Les bombardiers Handley Page furent utilisés sur les champs de bataille, mais aussi contre les industries de la guerre à l'ouest de l'Allemagne. À la fin de la guerre, les Britanniques établirent des plans pour bombarder Berlin avec le Handley Page V1500. Mais l'armistice survint avant que ce bombardier ne puisse voler. La paix ne calma que modérément les débats que soulevaient les nouvelles doctrines issues de la guerre sur la puissance dans les airs. En Italie, le général Giulio Douhet prédisait qu'une victoire dans toute guerre future serait remportée dès le premier jour par d'énormes escadrilles de bombardiers. L'homologue américain de Douhet, Billy Mitchell, se battait pour l'indépendance d'une armée de l'air américaine. Il croyait aussi que la puissance dans les airs serait la clé d'une victoire dans tout conflit futur. Mitchell se préparait à démontrer ses théories d'une manière spectaculaire. En une série d'essais de bombardement, son appareil coula une petite flotte de vaisseaux de guerre désarmés.
Les vaisseaux de guerre étaient certes immobiles et sans défense, mais les résultats furent suffisamment spectaculaires. Mitchell soutint aussi l'énorme bombardier Barling, un monstre qui s'élevait péniblement dans les airs. Mais son tempérament volcanique le conduisit à un conflit fatal avec la hiérarchie militaire et il finit en cour martiale. En Angleterre, les théories de Douhet et Mitchell avaient trouvé un ardent supporter en la personne du chef d'état-major de l'armée de l'air, Sir Hugh Trenchard, qui croyait que la seule façon d'enrayer une attaque aérienne était de lui opposer une percutante riposte. Le bombardier allait projeter son ombre sur toutes les années 30. Les nouveaux types de monoplans tout en métal pouvaient voler plus vite et plus haut. Ils menaçaient de distancer les chasseurs biplans censés les intercepter. En 1932, le politicien anglais Stanley Baldwin avait prédit d'un air lugubre que le bombardier passerait toujours. Ce sentiment était partagé par Adolf Hitler, qui en 1935 révéla le programme allemand de réarmement massif. Les bombardiers de la Luftwaffe étaient un sinistre rappel au reste de l'Europe des intentions de l'Allemagne. Mais sous la direction de Hermann Göring, les bombardiers allemands furent développés pour satisfaire un besoin tactique bien plus que stratégique. Des bombardiers en piqué, comme les Ju-87 Stuka, furent conçus pour intervenir comme artillerie aéroportée dans les campagnes que Hitler envisageait déjà contre les pays voisins. Le Ju-88 pouvait aussi bombarder en piqué. L'état-major de l'armée de l'air allemande décida de ne pas construire de gros bombardiers stratégiques. C'était trop coûteux et cela aurait pris trop de temps. Mais une première version du bombardier moyen standard allemand, le Henkel HE-111, démontra sa force destructrice pendant la guerre civile espagnole. Les HE-111 et les Junker Ju-52S de la Légion allemande Condor volant au service des nationalistes de Franco détruisirent la ville républicaine de Guernica en 3 heures de bombardements incendiaires. Guernica apportait un sinistre poids à la prédiction fataliste de Baldwin. Les bombardiers étaient passés. Les Anglais se préparèrent à affronter une guerre plus importante en créant l'ARP, le Air Raid Precaution. Pendant la crise de Munich en 1938, des abris antiaériens improvisés furent creusés dans les jardins publics de Londres. Des masques à gaz furent distribués aux hommes, aux femmes et aux enfants. Au milieu des années 30, l'Angleterre s'était préparée à combattre une offensive aérienne concertée. Des haut-parleurs lançaient une alarme rudimentaire dès l'approche de formations de bombardiers. Ironiquement, Londres était la dernière cible à laquelle l'aviation hitlérienne pensait. Mais à la fin des années 30, le gouvernement britannique avait envisagé des milliers de possibilités pour un premier jour de guerre. Il avait stocké des millions de cercueils en carton pour affronter la crise qui menaçait. Le plus farouche partisan des bombardements stratégiques restait la Royal Air Force. Sa doctrine officielle insistait sur le fait qu'une guerre avec l'Allemagne pouvait être gagnée grâce à des bombardements de précision sur des cibles industrielles. Mais plus la guerre approchait, et plus il était évident que la RAF manquait du matériel nécessaire. Sa force de bombardement de nuit consistait en d'anciens Whitleys que les équipages préféraient utiliser de jour. Les bombardements diurnes étaient confiés à des formations autodéfensives de Blenheims, de Hampden et de Wellingtons. Avec l'arrivée de chasseurs allemands comme le ME-109, les bombardiers de jour étaient hautement vulnérables. Le chef de l'aviation de bombardement de la RAF, Sir Edgar Ludlow Hewitt, s'inquiétait de la fragilité de ses forces. Au début de 1939, il avait informé le ministère de l'Air que dans une guerre totale,
ces Blenheim seraient perdus en moins d'un mois. Dans les 3 mois, ces Wellingtons, ces Whitleys et ces Hampden auraient suivi le même chemin. Quand la guerre éclata en septembre 1939, le gouvernement britannique, craignant des représailles allemandes, suspendit les opérations de bombardement qui auraient pu causer la mort de civils. Pour le moment, les bombardiers avaient été remisés au placard. De septembre 1939 jusqu'à l'hiver de 1940, l'Allemagne avait l'initiative. La Pologne, envahie le 1er septembre, résista à peine 5 semaines. Sa force aérienne dépassée n'était pas de taille à affronter la Luftwaffe. Les bombardiers en piqué Stuka opéraient au point de contact le plus avancé avec l'ennemi. La destruction de cibles très précises était la spécialité du Stuka. Le bombardement terrifiant de la capitale polonaise, Varsovie, fut confié au HE-111. Une fois de plus, les bombardiers étaient passés. La ville hollandaise de Rotterdam fut la suivante à souffrir de l'action des HE-111 en mai 1940, alors que Hitler lançait son blitzkrieg à l'ouest. La résistance hollandaise fut anéantie par un raid massif sur le centre de Rotterdam. D'autres villes étaient menacées. Les Hollandais se rendirent. Libérés de la résistance obstinée de la Hollande sur le flanc droit, les divisions blindées allemandes de l'Est se rapprochaient de l'armée française peu rapide et de ses alliés britanniques. En juin 1940, l'Allemagne occupait une position dominante au nord-ouest et au centre de l'Europe. La France avait capitulé et le corps expéditionnaire britannique avait été repoussé de l'autre côté de la Manche. Il avait abandonné son matériel de transport et son équipement lourd en France, et l'évacuation de Dunkerque avait été une prouesse héroïque. Mais les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations. À présent, tout ce qu'il restait entre Hitler et l'invasion de la Grande-Bretagne, c'étaient les pilotes des chasseurs de la RAF. Le sort était entre leurs mains. De l'autre côté de la Manche, l'armée allemande préparait une flotte de barges d'invasion. Mais avant de pouvoir prendre la mer, il fallait éliminer l'aviation de chasse anglaise. Hermann Göring et sa Luftwaffe étaient grisés par les victoires en Pologne et en France. La Royal Air Force allait être balayée. Mais la Luftwaffe était à présent impliquée dans une campagne stratégique d'une portée bien plus grande que celle pour laquelle elle avait été conçue. Ces bombardiers auraient besoin d'escortes de chasseurs lourds. Dans la bataille d'Angleterre, les Spitfire et les Hurricane de la RAF allaient se battre au-dessus de leur propre base. Les ME-109 allemands ne pourraient rester qu'un maximum de 30 minutes au-dessus de l'Angleterre. Les défenses aériennes britanniques possédaient une arme vitale, le Chain Home Radar System, un système de radar qui pouvait repérer l'arrivée des formations allemandes avant qu'elles franchissent la côte de France. Les chasseurs de la RAF n'avaient pas à voler inutilement en patrouille de surveillance, mais pouvaient décoller d'urgence, aller à la rencontre d'une menace identifiée et se cibler sur leur objectif. L'intégration d'un système de contrôle radar à la RAF était une histoire dans le plus pur style britannique, combinant une brillante application des sciences et une excentricité naturelle. Les Allemands développaient aussi le radar, mais ils étaient concentrés davantage sur l'offensive que sur les applications défensives. Les Britanniques pouvaient paraître fantasques, mais leur système fonctionnait. Le radar fut une des clés du faible avantage que la chasse anglaise put prendre sur la Luftwaffe dans la bataille d'Angleterre. Sans lui, la bataille eût été perdue. Les bombardiers allemands devaient décoller de leur base du nord de la France, se mettre en formation et traverser ensuite la Manche. C'est à ce moment-là que le système radar les repérait. L'information était transmise au QG de la chasse ainsi qu'au commandement du groupe de chasseurs défendant cette région. Le QG ordonnait alors au groupe d'attaquer.
Pendant ce temps, la DCA côtière avait été engagée contre les bombardiers dès leur arrivée à portée de tir. Mais afin de ne pas abattre d'avions amis, la DCA a cessé le feu sur les ordres du QG avant que les chasseurs ne volent. Les ordres étaient alors envoyés aux aérodromes concernés pour que les chasseurs décollent d'urgence. Ils décollaient et étaient guidés vers les bombardiers par la salle de contrôle de leur secteur. La sous-estimation de l'importance du système radar par la Luftwaffe lui fut fatale. En une seule occasion, le 12 août 1940, elle lança une attaque concertée sur 4 stations radars du système sur la côte sud. Des bombardements en piqué forcèrent une des stations à ne plus émettre pendant 24 heures, mais les 3 autres continuèrent leur transmission. Les Allemands ne détectèrent aucune lacune appréciable dans le réseau et n'organisèrent plus d'attaque. Ils avaient laissé passer leur chance. Comme l'observa le commandant de chasseurs allemand Adolf Galland, « Dans la bataille, nous n'avions que nos yeux d'humains. Les pilotes anglais pouvaient compter sur le radar, qui était beaucoup plus fiable, et possédait un bien plus grand moyen d'action. » En septembre, la Luftwaffe dirigea son attention vers les bombardements de Londres et des principales villes industrielles et portuaires. Les bombardements de jour laissaient rapidement la place à des offensives nocturnes qui allaient durer 8 mois jusqu'en mai 1941. C'était à présent le tour de la Luftwaffe de prendre l'initiative dans une guerre secrète électronique. En juin 1940, le conseiller scientifique de Winston Churchill, le professeur Lindemann, avait averti le Premier ministre britannique que les Allemands avaient développé un système d'ondes radio permettant le bombardement à l'aveugle. Les scientifiques des services secrets connaissaient le nom de code du système, Knickebein, jambe cassée. Ils devaient en révéler les secrets. Les pilotes des bombardiers allemands volaient le long d'une onde radio et recevaient un signal constant. S'ils s'écartaient de leur route, ils entendaient des traits et des points en morse. Une deuxième onde croisant la première indiquait aux pilotes le moment de lâcher leur bombe. Les services secrets britanniques découvrirent rapidement Knickebein. Un Avro Hanson de la RAF put intercepter et suivre une onde primaire passant dans les Midlands. Elle croisait l'onde de bombardement au-dessus des usines Rolls-Royce à Derby. Ayant détecté les faisceaux, les Britanniques entreprirent de les brouiller. En octobre 1940, quand la Luftwaffe commença à les utiliser sérieusement, le brouillage était assez puissant pour rendre Knickebein inutilisable. Un deuxième système, plus sophistiqué, attendait dans les ailes. Il équipait exclusivement une formation d'éclaireurs d'élite, les KGR-100. Le système X-Verfahren utilisait 2 stations. Le premier, nom de code Weser, transmettait le faisceau de guidage du bombardier. Le bombardier suivait ce faisceau qui croisait 3 autres faisceaux émis par la seconde station. Le premier avertissait le pilote quand il approchait de l'objectif. À la deuxième intersection, le pilote déclenchait une horloge de bombardement. En frappant le 3e faisceau, le pilote actionnait une 2e fois l'horloge qui assurait le largage automatique des bombes sur l'objectif. Dans les premiers moments de ce qui a été appelé ensuite le Blitz, les défenses antiaériennes britanniques étaient pratiquement inefficaces. Les canons antiaériens rassuraient les gens au sol, mais n'étaient en rien une menace contre les bombardiers dans le ciel. Certains chasseurs de nuit transportaient des radars d'interception contrôlés au sol, mais ceci était rudimentaire. Plus sophistiqué était le centre de décryptage anglais de Bletchley Park. Il commençait à découvrir les secrets de la machine d'encodage de l'armée allemande, l'Enigma. Les messages de l'Enigma émis en morse étaient interceptés et écoutés dans le service top secret Y et décodés à Bletchley Park. Combiné avec les interrogatoires des équipages des avions capturés, il permit au service secret britannique de se faire une idée du fonctionnement du X-System et de sa connexion avec le KGR-100. Mais les bombardiers allemands en avaient quand même pour leur argent.
Les faisceaux X furent utilisés dans la nuit du 14 novembre 1940, quand le KGR-100 prépara la route pour plus de 400 bombardiers attaquant la ville de Coventry, un centre de production de guerre britannique. Le centre de la ville fut dévasté. Sa célèbre cathédrale fut réduite à l'état de ruine. Mais les jours des faisceaux X étaient comptés. Les Anglais s'étaient emparés d'un appareil et pouvaient interférer dans les faisceaux envoyés sur l'Angleterre. Des leurres, nom de code Starfish, rendaient à la Luftwaffe la vie de plus en plus difficile. Il en était de même avec le Mikon, un système de récepteurs masqués. Les signaux de moyenne fréquence allemands trouvaient sur leur route des récepteurs qui les captaient et les renvoyaient avec une puissance suffisante pour tromper les équipages des bombardiers. Le Blitz avait atteint une sorte d'équilibre dans lequel les défenses antiaériennes anglaises étaient incapables d'infliger de lourdes pertes à l'aviation allemande, et les bombardiers moyens allemands ne pouvaient pas infliger aux villes britanniques le coup fatal. Les bombardements allaient atteindre leur apogée début mai avec un énorme raid sur Londres qui déclencha 2000 incendies et tua 1500 personnes. Mais le Blitz était à bout de course. Les armées de Hitler se concentraient aux frontières de l'Union soviétique. La préparation de l'invasion de la Russie, l'opération Barbarossa, était presque terminée. La grande majorité des bombardiers qui venaient de pilonner Londres allaient bientôt rejoindre le front de l'Est pour apporter leur aide, une fois de plus, à l'avancée des armées au sol. Un peu plus de 1500 km à l'ouest, Londres pansait ses plaies. Une fois de plus, les bombardiers étaient passés. Ils avaient infligé de graves dommages à Londres et aux grandes villes anglaises. Mais le moral des Britanniques de leur industrie de guerre était intact. Au milieu des décombres, les vies individuelles et la vie de la nation continuaient. La Royal Air Force, elle aussi, vivait des moments difficiles. En décembre 1939, un raid de jour de 24 Wellingtons sur la base navale ennemie de Wilhelmshaven avait été malmené par des ME-109S. Pour survivre dans le ciel d'Allemagne, les bombardiers de la RAF devaient voler de nuit. Mais en 1940, les bombardiers de nuit naviguaient à l'aveuglette, sans aide électronique, et ne pouvaient infliger que des dégâts minimes à l'industrie de guerre allemande. En 1941, le commandement des bombardiers était devenu le lieu d'un débat acharné entre les services. La marine revendiquait l'appui des bombardiers dans la bataille de l'Atlantique. La force aérienne était l'une des armes les plus importantes dans la lutte contre la meute de U-boats. La Navy estimait que les bombardiers de la RAF seraient plus utiles contre les U-boats et leurs bases que sur le continent. La survie de l'Angleterre était en jeu dans l'Atlantique et les bombardements stratégiques offensifs consommaient une part disproportionnée des avions disponibles et des ressources scientifiques. Un rapport du ministère de l'Air datant de août 1941 confirma le manque de précision des bombardements en Allemagne. Dans les attaques contre la Ruhr, seuls 10% des équipages plaçaient leurs bombes à moins de 7 km de leur objectif. Un navigateur de bombardier se souvient. And so, results of all this dead reckoning navigation, failure of weather forecasting to give us accurate wind over a continent where there was no weather stations, and all these things meant that probabilities was that you would even bomb the wrong town. Les défenses de la chasse allemande de nuit s'amélioraient aussi avec l'arrivée de radars à courte et longue portée. Il permettait aux chasseurs de décoller d'urgence dans une version nocturne de la bataille d'Angleterre. Des batteries de projecteurs étaient concentrées autour des objectifs clés. Le concepteur des défenses antiaériennes allemandes de nuit était le général Joseph Kammhuber.
Derrière les radars côtiers, Kammhuber avait redéployé la plupart des batteries de projecteurs et des unités de tir allemandes en y ajoutant une ligne de radar s'étendant du Schleswig-Holstein à la Belgique. Les villes principales, surtout celles de la Ruhr industrielle, étaient intégrées dans un réseau de projecteurs et de défense d'artillerie supplémentaires. Ce système devint célèbre sous le nom de ligne Kammhuber. Quand Kammhuber eut déplacé les batteries de projecteurs, qui collaboraient au départ avec ses chasseurs, vers les villes, il installa une ligne de postes surveillée chacun par un seul chasseur sous contrôle radar. Les bombardiers anglais tuaient à ce moment autant de civils allemands que les défenses allemandes abattaient d'équipages de bombardiers entraînés à grands frais. La probabilité qu'un équipage termine son tour de 30 missions était de 1 sur 3. Et le moral en prenait un coup. Ce problème était aggravé car les missions en continu des bombardiers étaient individuelles et échelonnées. Cela était supposé prolonger l'angoisse des civils allemands pendant la nuit, mais ne se faisait qu'au prix du sacrifice du principe de concentration sur l'objectif. En désespoir de cause, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le maréchal Sir Charles Portal, soumit à Winston Churchill un plan de construction de 4000 bombardiers, une tâche qui aurait monopolisé toutes les ressources de l'économie de guerre britannique. Portal soutenait qu'avec les seuls bombardements, on pouvait gagner la guerre. Churchill rejeta cette offre. La guerre allait encore durer près de 3 ans avant que le commandement des bombardiers ne dispose des appareils capables de frapper fort et au cœur de l'Allemagne. Le premier bombardier lourd quadrimoteur fut le Short Sterling. Il entra en service en 1941. Le Sterling n'était pas très élégant, mais extrêmement solide. L'un d'entre eux survécut à une collision frontale avec un chasseur allemand. À la fin de l'année 1941, 150 Sterling volaient pour le Bomber Command. Le Sterling fut suivi de l'entrée en service du Handley Page Halifax. Le dernier des bombardiers lourds à entrer en service fut le Avro Lancaster. Ses spécifications avaient été décidées en 1936. Le Bomber Command avait à présent les outils pour faire le boulot. Au début de la guerre, un bombardier moyen typique, comme le HE-111, pouvait transporter 2 tonnes de bombes et du carburant pour 1800 km. Le premier des bombardiers lourds de la RAF, le Short Sterling, pouvait transporter 3 fois plus, avec une autonomie de 900 km. En revanche, le Handley Page Halifax avait une autonomie de 3000 km. Le Avro Lancaster pouvait, lui, transporter une charge de 7 tonnes et du carburant pour environ 2500 km. L'arrivée en nombre des bombardiers lourds coïncida avec une nouvelle directive. Les opérations avaient plus de poids quand on les lançait sur des zones habitées des villes allemandes que des raids de précision sur l'industrie allemande de guerre. Désormais, 75% du tonnage total des bombes britanniques allait être largué sur ces zones. La base scientifique de cette politique de bombardement de zones habitées fut présentée dans une note à Churchill par le professeur Lindemann. Elle établissait un rapport direct entre la production de guerre et la baisse du moral induite par le bombardement de zones habitées où les travailleurs des usines de guerre habitaient. Lindemann calcula qu'en moyenne, 1 tonne de bombes larguées dans une zone habitée délogeait jusqu'à 200 travailleurs de guerre. Avec ces nouveaux appareils, le commandement des bombardiers pourrait détruire les maisons du tiers de la population allemande. La publication de la nouvelle directive en février 1942 coïncida avec l'arrivée au commandement des bombardiers d'un nouveau chef, le maréchal Sir Arthur Harris. Harris n'était pas l'auteur de cette politique, mais c'était un homme engagé de toutes les fibres de son être. On le surnommait le bombardier. Il allait être l'inlassable exécutant de cette politique. Il disait des Allemands: They served the wind, and now they are going to reap the whirlwind. Les bombardiers de Harris commençaient à prendre livraison des équipements qui allaient les guider vers leurs objectifs en Allemagne. La technologie avait trouvé la solution.
La première assistance à la navigation, nom de code G, avait été introduite à l'hiver de 1941. Un récepteur spécial dans le bombardier recevait des séries de signaux diffusés à travers toute l'Europe par 3 émetteurs séparés. Dans le bombardier, le navigateur mesurait les délais entre les signaux et avec l'aide d'une charte, il calculait la position de l'appareil. Un an plus tard, le commandement introduisit un système de bombardement sans visibilité, nom de code Oboy. Une station au sol, dont le nom de code était Chat, transmettait un faisceau que l'appareil suivait. Une deuxième station, surnommée Souris, donnait le signal du largage. Les stations Oboy ne pouvaient diriger qu'un seul avion à la fois, et c'était initialement à un Mosquito qui volait vite et haut qu'incombait cette tâche. Les escadrilles de Mosquito se joignirent à une nouvelle formation d'éclaireurs composée de 8 groupes dont le rôle était de trouver et d'illuminer les cibles avec des fusées multicolores, les TI. À l'hiver de 1943, le marquage et le bombardement étaient orchestrés par un seul bombardier principal tournant au-dessus de l'objectif. Les forces principales de bombardement étaient équipées du HS-2, un radar orienté vers le sol et abrité sous le fuselage. Son écho fournissait au navigateur une image du sol que le bombardier survolait. Pour multiplier leur puissance destructrice, les bombardiers étaient munis de bombes à haute capacité qui comportaient un minimum de métal pour un maximum d'explosifs puissants. Le maréchal Harris était bourru et possédait un sens de la publicité qui pouvait rivaliser avec celui du général Montgomery, le vainqueur d'El Alamein. En mai 1942, il lança ses avions, 1000 bombardiers sur la ville de Cologne. L'Allemagne commençait à récolter la tempête. Pendant l'été 1942, Harris eut un nouvel allié. La 8e Air Force américaine arriva en Angleterre au mois d'août. Équipés de forteresses volantes Boeing B-17 et ensuite de B-24 Liberator, les Américains étaient des adeptes de la stratégie de bombardement de précision de jour de cibles industrielles. Avec leur collimateur Norden, on disait qu'ils pouvaient larguer une bombe dans un tonneau. Il était simple pour les équipages des Liberator et des Fortress de s'entraîner dans le ciel limpide du désert du Nevada. Mais c'était autre chose de faire face aux batteries antiaériennes dans le ciel nuageux d'Europe. Comme les Allemands et les Britanniques avant eux, les Américains étaient forcés d'apprendre dans la douleur. Et l'apprentissage allait se révéler pénible. Dans un premier temps, les formations de B-17, bien escortées par des chasseurs, ne subirent que peu de pertes dans une période d'échauffement réduite à des objectifs en France et en Hollande. Leur confiance s'affirma en même temps qu'une conviction farouche. Les bombardiers volants en formation serrée pourraient tracer leur route aller-retour sans subir de lourdes pertes. C'était une conception très américaine, comme la cavalerie dans l'Ouest se frayant un passage à coups de colt. Mais les choses allaient rapidement se dégrader quand la 8e Air Force dut s'attaquer à des objectifs en Allemagne qui se trouvaient hors de portée de ces P-47 Thunderbolt d'escorte. En mars 1943, l'augmentation des pertes conduisit à une plus grande concentration de puissance de tir défensif dans les formations serrées de 54 appareils divisés en 3 groupes de 18. Cette formation faisait environ 1800 mètres de large pour 800 mètres de profondeur. 600 mètres séparaient l'avion de tête de l'avion de queue. Coincés dans cette formation de combat, les B-17 et les Liberator ne pouvaient utiliser toute leur puissance de feu et demeuraient extrêmement vulnérables à des attaques frontales contre les premiers ou les derniers avions dans chaque groupe de 18 appareils. Le poids énorme de l'armement défensif transporté par les bombardiers américains posait aussi à la 8e Force un autre problème épineux. Le Lancaster, moins lourdement armé car il volait de nuit, transportait une charge de 7 tonnes, carburant compris, avec une autonomie de près de 2500 km. En revanche, le Liberator et le B-17, conçus à l'origine comme bombardiers maritimes de patrouille, étaient limités à une charge de bombes standard de 2 tonnes sur des distances supérieures de quelques centaines de kilomètres.
Alors que la bataille s'amplifiait sur l'Allemagne, les chasseurs de jour de la Luftwaffe adoptèrent progressivement un armement de canons lourds et plus tard de fusées de propulsion. En 1943, les lourdes pertes atteignirent leur maximum le 17 août, quand 291 bombardiers effectuèrent un double raid contre les usines d'armement de Schweinfurt et Regensburg. 60 appareils furent perdus et 138 autres gravement endommagés. Les pertes moyennes par mission atteignaient presque 10%. Les opérations de bombardement furent temporairement suspendues. 3 mois plus tôt, Harris et son homologue américain, le général Ira Eaker, avaient reçu la directive Point Blank qui ordonnait la destruction progressive et la dislocation du système économique et militaire allemand et de miner le moral du peuple allemand jusqu'à ce que leur capacité de résistance armée soit fatalement affaiblie. Harris commença sa campagne par ce qui fut appelé par la suite la bataille de la Ruhr. Ces opérations atteignirent leur apogée avec une série de raids dévastateurs sur la ville de Hambourg à la fin de juillet. Le commandement avait à présent une nouvelle arme, des projections de bandelettes de feuilles de métal, nom de code Window, destinées à parasiter les radars allemands avec de faux échos. Window fonctionna bien dans la nuit du 24 juillet. La ligne Kamm-Huber était réduite à l'impuissance, alors que le flot de bombardiers, à présent concentré, s'engouffrait à travers un petit nombre de ses postes de chasseurs. Les défenses de la ligne étaient plongées dans l'obscurité. Un peu moins de 800 appareils, dont près de la moitié étaient des Lancaster, déclenchèrent une tempête de feu dans le centre de la ville. La nuit du 26, 730 avions du Bomber Command provoquaient une deuxième tourmente encore plus importante qui coûta la vie à 40 000 personnes. En tout, il y avait eu 4 raids sur Hambourg entre le 24 juillet et le 2 août. 8500 tonnes de bombes avaient été larguées sur la ville contre la perte de 87 avions. Un taux de perte acceptable, juste en dessous des 3%. Les raids sonnèrent le glas de la ligne Kamm-Huber, mais conduisirent aussi les chasseurs de nuit allemands à adopter des tactiques plus sophistiquées dans lesquelles un bimoteur décollait d'urgence pour faire voler une balise radio et assurer le guidage vers le flot de bombardiers depuis le sol. Sous les chasseurs, les opérateurs radars avaient appris comment distinguer les échos des bombardiers réels de ceux générés par Window. La guerre de nuit au-dessus d'une Allemagne où le blackout était total développait une intense bataille électronique où chacun apportait ses mesures et ses contre-mesures. Tinsel était le nom de code de microphone accroché à la nacelle du moteur du bombardier destiné à brouiller les communications des chasseurs de nuit ennemis les plus proches avec un bruit transmis sur la fréquence qu'ils utilisaient. La bataille ne se limitait pas au ciel d'Allemagne. Dans une station d'écoute du Kent, du personnel hautement qualifié parlant allemand annonçait de fausses instructions et de faux bulletins météo aux pilotes des chasseurs allemands dans une opération surnommée Corona. Les avions anglais devinrent vite des sortes de sapins de Noël électroniques équipés d'un nombre croissant d'accessoires sophistiqués dont le but était de les avertir des dangers imminents. Mais ces signaux permettaient aux chasseurs de la Luftwaffe de repérer leur proie. Leurs antennes pouvaient capter les signaux révélateurs du H-2S. Rapidement, les équipages furent incités à n'utiliser le H-2S qu'en cas d'extrême urgence. Mais quand l'équipement d'un chasseur de nuit tomba entre les mains des Britanniques, la situation s'inversa. Les chasseurs de la Luftwaffe devinrent la proie des chasseurs de pénétration anglais spécialement équipés, les Beaufighter et les Mosquito. Ces chasseurs accompagnaient le flot des bombardiers pendant leur retour en écoutant les transmissions des chasseurs allemands quand ils utilisaient leurs radiobalises. Okay, I can see him keep going. Right, 1:15, range about 500. Still overtaking very slowly. Okay, I'll hold him now. Have a look with the glasses. Right. It's a twin engine. I can't see any exhausts. Okay, I've got the glasses. Where is he? Fin. It's 88. Definitely. Okay, that's what I thought it was. Well, this ought to shake him. À l'automne de 1943,
Harris se sentait suffisamment confiant pour en informer Churchill. « Nous pouvons détruire totalement Berlin. Cela nous coûtera 500 bombardiers, disait-il, mais cela coûtera la guerre à l'Allemagne. » Mais c'est à Harris que cela faillit coûter son poste de commandement. Berlin était trop vaste, trop bien défendu et trop loin pour être anéanti par les avions lourds britanniques. La bataille pour le contrôle du ciel passe à la vitesse supérieure. Au cours des 4 mois suivants, alors que les conditions météo se détérioraient, il y eut 16 raids sur Berlin. Le plus important nécessita 10 000 sorties de bombardiers. Les défenses antiaériennes allemandes les attendaient. Au cours de la bataille de Berlin, qui engloba plusieurs autres villes allemandes, le Bomber Command perdit 600 bombardiers, abattus ou gravement endommagés. Et ceci malgré l'adoption de nouvelles méthodes. La nuit du 19 février 1944, par exemple, 113 éclaireurs et 740 bombardiers lourds attaquèrent les usines Junkers à Leipzig. Des raids de diversion avaient été menés par 50 mouilleurs de mines dans la Baltique, et des Mosquitos avaient été envoyés dans un fort raid sur Berlin. Mais les défenses allemandes refusaient de céder. Les chasseurs de nuit infiltrèrent le flot de bombardiers et abattirent 78 appareils. La bataille de Berlin fut interrompue après un raid désastreux sur Nuremberg à la fin de mars 1944, au cours duquel près de 100 appareils furent perdus. Les Anglais apprenaient ce que la 8e Air Force américaine avait découvert pendant l'été 1943. Il faut d'abord vaincre la force aérienne ennemie avant de pouvoir attaquer la nation ennemie. La Luftwaffe et le peuple allemand tenaient bon. Après la bataille de Berlin, le général américain Spaatz, commandant la nouvelle force aérienne stratégique américaine en Europe, déclara que Harris était fichu. En 1943, les Américains avaient surmonté leur propre crise. Leur manque de chasseurs d'escorte à longue portée avait permis à la Luftwaffe de choisir où et quand elle attaquait les formations de bombardiers. Le moral était tombé à zéro. Les chasseurs d'escorte Thunderbolt avaient été équipés de réservoirs supplémentaires de 400 litres, mais il fallait les larguer au moment où les combats se déclenchaient. Mais la 8e Air Force avait la réponse. Au début de 1944, on introduisit le P-51D Mustang, un chasseur équipé du même moteur que les Mosquitos, le Rolls-Royce Merlin, et qui était capable d'escorter les formations de bombardiers tout au long de leur vol vers leurs objectifs en Allemagne. Les Mustangs n'étaient pas de simples escortes. Ils formaient des patrouilles de combat dont le rôle était de trouver et de détruire l'ennemi. Les pertes de bombardiers américains diminuèrent. Les pertes de la Luftwaffe en chasseurs de jour augmentèrent et avec elles, la perte de nombreux pilotes irremplaçables. À la fin de février 1944, pendant la Big Week, les Américains s'attaquèrent aussi à la production aéronautique allemande. Elle avait augmenté régulièrement grâce au programme des disséminations lancé par le ministre de l'Armement, Albert Speer. À présent, elle commençait à décliner. Les Américains allaient étrangler l'Allemagne. La préparation de l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie, éclipsait l'offensive stratégique de bombardement sur l'Allemagne. Les bombardiers anglais et américains durent être traînés de force pour aller bombarder des cibles de transport dans les semaines qui précédèrent le jour J. Harris resta attaché à la politique du bombardement de zones habitées, soutenant que toutes les autres cibles n'étaient que de pauvres panacées. Comme un général sur le front ouest en 1916, il croyait qu'un dernier assaut pourrait mettre l'Allemagne à genoux. And a man who looks back over his shoulder and thinks he's got a lead may have nasty surprises coming to him. Now is not the time in any way to ease up, but to put on what indeed may prove sooner perhaps than some of us think the final spurt. Mais les Américains avaient découvert une faiblesse fatale dans l'économie de guerre allemande
qui n'était pas une pauvre panacée. Dans une offensive limitée par les besoins d'Overlord, ils s'en prirent à des objectifs appartenant à la production de pétrole ennemi. En mars 1944, les réserves de carburant de la Luftwaffe avaient baissé des 2/3. La Luftwaffe avait les avions, mais la diminution de carburant les empêchait de voler. Cela provoqua aussi la fin d'un programme efficace d'entraînement de nouveaux pilotes destinés à remplacer ceux abattus par les Mustangs. Il ne restait plus à la Luftwaffe qu'à prendre une série de mesures de plus en plus désespérées. Une nouvelle génération révolutionnaire de jets intercepteurs aurait pu ravager l'aviation américaine si elle avait été introduite en 1943. Mais l'ingérence fatale de Hitler dans le programme de jets et de chasseurs propulsés fit qu'ils arrivèrent trop tard et en nombre insuffisant pour retourner la tendance. Les jets portèrent un mauvais coup aux formations de bombardiers américains, mais le poids du nombre allait parler. En 1945, le Bomber Command volait de nuit comme de jour. Il disposait quotidiennement de 1600 appareils, avec les solides Halifax et les puissants Lancaster. Il avait sa propre formation dédiée à la guerre électronique, une centaine de groupes pour désorienter la défense anti-aérienne affaiblie de la Luftwaffe. Il pouvait lancer des raids spectaculaires contre des cibles précises, mais continuer son triste bombardement des zones habitées. Un peu tard, on équipa la tourelle avant du Lancaster d'un radar pointeur. Dans les 4 derniers mois de la guerre, le Bomber Command perdit 608 appareils, près du double de ce dont il disposait en 1939. On a une mesure de l'échelle de ces opérations quand on sait qu'il pouvait absorber de telles pertes sans grande difficulté. Le bombardement de zone connut son apogée avec le raid sur Dresde, la nuit du 17 février 1945. Les vagues de bombardiers furent concentrées sur l'objectif en l'espace de quelques minutes. Dirigées par un chef bombardier, elles déclenchèrent une tempête de feu qui tua au moins 50 000 personnes. Dresde était l'opération de bombardement de zone par excellence, mais fut un désastre politique pour le Bomber Command. La ville était pratiquement sans défense et les réfugiés s'y entassaient. Le raid avait été ordonné par Winston Churchill, qui voulait montrer la bonne volonté des Anglais à aider Staline alors que l'armée rouge pénétrait en Allemagne de l'Est. Dresden ne figurait pas sur la liste d'objectifs de Harris, mais à la suite du raid, il fut blâmé avec le Bomber Command pour cette politique de bombardement de zone qui avait obtenu le soutien sans condition de Churchill pendant 3 ans. Le plus grand succès des bombardiers avait coïncidé avec la défaite de l'armée allemande sur le terrain et avec l'occupation progressive du Reich lui-même par les alliés de l'Ouest et de l'Est. Avec pour résultat que les suppositions des partisans du bombardement stratégique, qui croyaient détenir la clé de la victoire, ne purent jamais être prouvées. Mais au cours de l'hiver 44-45, les bombardiers américains et anglais avaient paralysé le système de transport allemand, qui, à son tour, avait paralysé la vie économique allemande. Mais en dépit de terribles pertes, 600 000 morts, 10 fois le nombre de tués du Blitz, le moral de la population allemande ne faiblit pas. Il n'avait pas faibli à Londres en 1940, ni à Hambourg, ni à Berlin. 5 mois après le raid de Hambourg, la production militaire de la ville avait retrouvé 80% de sa capacité antérieure. La victoire dans le ciel d'Allemagne avait coûté cher. Pour la seule année 1944, les Américains avaient perdu près de 2500 bombardiers. À la fin de la guerre, le Bomber Command avait perdu près de 55 000 hommes, plus que le nombre d'officiers britanniques tués au cours de la Première Guerre mondiale. La victoire avait été assurée par l'impitoyable pression technologique des Alliés sur l'ennemi. Dans cette guerre électronique secrète, le commandement des bombardiers avait remporté la manche décisive. Et le Mustang avait triomphalement prouvé sa supériorité. Sans les boîtes noires et les chasseurs d'escorte, les offensives combinées des Alliés n'auraient pu réussir. Ils avaient permis aux bombardiers de précipiter l'écroulement de l'Allemagne et la fin de la guerre. En dernière analyse, le bombardier était passé.